une personne qui se lance toute seule là-dedans, qui a lu un bouquin ou une formation ou quoi que ce soit et qui veut le faire seule, est-ce qu'il y a des risques que cette personne-là, elle fasse des bêtises, qu'elle fasse un truc qu'il ne faille pas faire? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, dans laquelle on va essayer de lever le voile sur une pratique qui commence à être connue mais qui cache quand même son lot de mystères, l'hypnose. J'ai pu interviewer Mélinda Orsay, praticienne en hypnose, qui a accepté déjà de me recevoir, puis de répondre à mes questions et de faire une petite démonstration de ce qu'est l'hypnose, vidéo que vous pouvez d'ailleurs voir en cliquant simplement sur le petit truc qui s'affiche en haut de la vidéo. Mais aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à l'interview pour essayer de comprendre un petit peu mieux les mécanismes de cette pratique-là. Comme vous allez le voir, c'est une méthode qui peut largement aider les personnes qui souffrent d'une charge mentale trop lourde, comme les soignants ou de manière générale, principalement les femmes. Alors restez bien jusqu'au bout pour tout savoir et tout comprendre de l'hypnose. Du coup, alors, est-ce que tu veux te présenter d'abord, dire à peu près qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Pas de problème. Alors, c'est jamais toujours simple de se présenter. Alors, je vais essayer de faire rapide. Donc, Mélinda, donc je suis praticienne en hypnose depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Donc, j'ai mon cabinet, moi, sur Saint-Étienne. C'est mon activité principale. Mais c'est vrai que je suis un peu touche à tout. Donc, je fais aussi des vidéos sur YouTube pour parler de l'hypnose, notamment. Ouais. Un peu de développement personnel aussi. Je fais des spectacles. Bon, même si là, avec le Covid, c'est toujours un peu plus compliqué. Je suis aussi formatrice en hypnose depuis 2 ans et demi maintenant. Donc là, je travaille pour une école de formation. Et puis, en parallèle, j'écris aussi des livres. Donc là, j'en ai écrit 2. Un sur la peur et un sur, on va dire, les mécanismes inconscients. Parfait. Donc voilà, on va trop faire bien. simple. Bon, on va dire que tu maîtrises le sujet, du coup. Hein, c'est bon, je prends pas trop de risques à dire ça, je pense. C'est pas à moi de le dire, mais... On va voir ça, du coup. C'est ça. Du coup, tu t'es formé où? Alors, c'est vrai que c'est souvent une question, je pense, déjà importante à se poser, surtout quand on commence à s'intéresser à l'hypnose. Moi, je voulais pas me former n'importe où. Les plus grandes écoles, c'est comme beaucoup de professions, on va dire, c'est souvent quand même sur Paris. Et je dirais, au-delà des écoles, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout un formateur en particulier. Alors, il y en a peut-être qui connaissent, mais moi, je voulais vraiment me former avec Olivier Lockert, parce qu'il avait écrit un livre et j'aimais beaucoup sa manière d'aborder l'hypnose. Il avait même de l'humour déjà dans son livre, donc je me suis dit tiens, c'est intéressant. Et puis tout de suite, je sais pas, j'ai dit c'est avec lui que je veux me former. Donc c'est pour ça que je suis allée sur Paris pour me former. Après, j'ai fait globalement tout le cursus là-bas, mais j'aime bien aussi aller voir dans d'autres écoles ce qui se fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, je continue encore de me former dès que je peux. Voilà. Ouais, donc, trop bien. On va dire c'est à l'IFHE pour le nom plus connu. Parfait. Ouais, comme ça, les gens pourront regarder. Ça les intéresse. Carrément. Est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet? Avec plaisir. On va commencer par une question relativement vague, mais l'hypnose en général, de ce qu'on en voit, alors peut-être que maintenant à l'hôpital ça se voit de plus en plus, notamment peut-être au bloc, ou alors avec les dentistes, comme tu disais tout à l'heure, certains qui prennent des cours. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hypnose de spectacle, notamment avec Mesmer par exemple. Toi, dans l'ensemble, comment est-ce que tu définirais l'hypnose? Alors que ce soit déjà de spectacle ou de thérapie, dans les 2 cas c'est de l'hypnose déjà, ce qu'il faut savoir, donc la définition resterait plus ou moins la même, parce que c'est vrai que c'est difficile, il n'y a pas vraiment de consensus, on va dire, encore sur la définition de l'hypnose. Si vous tapez sur internet, généralement ce qu'on retrouve c'est l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Okay. Mais cette simple définition déjà, elle est très très vaste et en fait ça peut impliquer beaucoup de choses rien qu'avec ça. Et du coup, définir l'hypnose, ça reste compliqué. Pourquoi ? Parce que déjà, pour savoir ce qu'est un état modifié de conscience, il faut savoir ce qu'est la conscience. Et oui. Sauf que déjà, on a du mal à répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un état normal, finalement ? Qu'est-ce que c'est qu'un état ordinaire de conscience ? Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un état modifié de conscience ? Donc c'est pour ça que ça coince. Ouais. Parce que finalement, être en état d'ébriété, ou même simplement, je sais pas, être joyeux, être stressé, est-ce que c'est pas déjà des états modifiés de conscience ? Donc finalement, où est l'hypnose là-dedans ? Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc déjà, ça ouvre un vaste débat là-dessus. Moi, j'aime bien donner une approche très simple de l'hypnose en disant que déjà, c'est un état de concentration vraiment assez forte, à tel point même qu'on parle d'état d'absorption, parce que c'est un état où on est tellement absorbé par ce qui se passe qu'on fait abstraction de tout le reste. C'est là qu'on fait plus gaffe parfois au son qu'il peut y avoir autour, on pense plus à nos problèmes, on est focalisé sur une seule chose. Mais du coup, on peut se focaliser après sur plein de choses différentes. C'est pour ça qu'il y a plein de manières de vivre l'état d'hypnose.
Ça peut être plus ou moins fort, plus ou moins agréable, plus ou moins long. Mais sinon, ouais, si on reste, j'allais dire, assez simple, moi j'aime bien dire c'est un état d'absorption. Et quand il y a un état d'absorption, c'est l'imaginaire en fait qui s'active à ce moment-là. C'est D'accord, ok. un peu un autre mode de pensée. Je pense qu'on le sent tous quand on est vraiment absorbé par quelque chose, parce que c'est un peu différent. Ouais. Et ben ça, Ouais, c'est carrément. voilà, c'est de l'hypnose, du coup. D'accord, ok. Bah, du coup, ça me fait réagir, ça me fait poser une question. L'idée de la conscience, comme là tu expliquais, alors, je suis en train de lire un livre sur la méditation, Mhm. et du coup ils expliquaient qu'à partir d'un certain point, c'est très compliqué à atteindre, apparemment, ça arrive pas tout le temps, mais des fois ça arrive, que tu as un petit peu l'image du lac qui est un peu en mouvement et tout, et à partir d'un certain moment, le lac s'aplatit, en fait, se calme, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien, ça coupe un petit peu en fait ce qu'il y a autour de toi. Tu définirais ça à peu près de la même manière ou est-ce que tu verrais une différence De manière générale, je pense, après je ne suis pas forcément moi, la plus calée sur le sujet, mais les états méditatifs, donc quels qu'ils soient, on pourrait même mettre la sophrologie, on pourrait mettre même, je sais pas, des choses comme le yoga, des choses comme ça. En fait, on cherche tous à atteindre des états modifiés de conscience. C'est juste la manière après de l'atteindre qui peut être différente. Mais effectivement, l'hypnose peut permettre en tout cas un relâchement mental. Et c'est ça qui crée le bien-être, en fait, généralement. C'est ça qui nous fait dire on se sent bien. C'est pas le relâchement physique, comme beaucoup pensent. Oui. Parce que parfois, on peut être très détendu physiquement, mais si on cogite à fond mentalement, on sera pas bien, quoi. Ouais, C'est vraiment l'inverse. C'est quand mentalement, on sent que ça y est, ça s'apaise. Que là, oui, qu'on soit d'ailleurs détendu ou non, là, physiquement, ça n'a plus vraiment d'importance. Donc, je pense que oui, la méditation permet ça, l'hypnose permet ça. C'est juste après la manière d'atteindre cet état-là qui peut vraiment varier selon les approches, parce que c'est là où je pense qu'il y a vraiment les états modifiés de conscience, après on les appelle comme on veut, mais plein de chemins pour y aller, quoi. Donc après, à chacun aussi de trouver ce qui lui convient, d'autres seront à l'aise avec la méditation, mais d'autres peut-être pas, d'autres plus avec l'hypnose, d'autres plus la sophrologie, mais c'est l'avantage, c'est qu'il y a plein de possibilités, quoi. Ouais, carrément. Alors, pas du coup, j'avais figé. une question justement par rapport à la sophrologie. L'expérience que j'en ai, qui est très limitée, on va pas se le cacher, on restait beaucoup sur l'idée de la relaxation, en fait. On nous faisait imaginer des choses, je sais pas, un aigle par exemple, ou des choses comme ça, mais ça en restait là. Et pour en avoir parlé avec toi une ou deux fois, je sais que l'hypnose, tu peux quand même aller un petit peu plus loin que ça, du coup. Est-ce que tu sais si dans la sophrologie, on peut aller plus loin que ça, ou est-ce que ça reste sur une idée de relaxation? Alors pareil, je dirais, je suis pas forcément la plus experte dans la sophrologie. Déjà, ce que je peux dire, et ce que certains ne savent pas, c'est que la sophrologie, on pourrait dire que c'est la petite sœur de l'hypnose, dans le sens où le fondateur de la sophrologie, il a commencé par l'hypnose, en fait, à la base. Ok. Il a juste développé, pareil, son approche. Puis c'est vrai que le terme sophrologie, du coup, effrayait peut-être un peu moins les gens. Et oui, ouais. Et puis même le milieu médical, on pourrait dire aussi, ça crédibilisait peut-être un peu plus aussi les choses. Bon, en tout cas, c'était aussi pour se distinguer, je pense, de l'hypnose de spectacle, donner un autre terme à ça. Ce que je peux dire aussi après, c'est que la sophrologie, ça s'appuie beaucoup plus sur de la visualisation. On fait visualiser les gens. C'est là où certaines personnes ont du mal à visualiser, par exemple. Moi, la première. Alors qu'en hypnose, déjà, on cherche à solliciter l'imaginaire. Alors, en sophrologie, on pourrait me dire, c'est pareil, mais c'est vrai que ça s'appuie quand même beaucoup sur la visualisation. Alors que oui, en hypnose, on n'a pas forcément besoin de visualiser. Tout le monde est capable d'imaginer. Et ce qui m'a plu, moi, vraiment, dans l'hypnose, c'est justement que c'est pas juste on se met dans l'état d'hypnose, c'est qu'on cherche à l'exploiter. On cherche après à s'en servir pour résoudre nos problèmes, pour atteindre des objectifs, pour plein de choses, même parfois juste pour apprendre à mieux se connaître. Mais j'ai toujours eu cette impression, après c'est pareil, ça dépendrait peut-être des points de vue, mais que l'hypnose, ça avait un niveau au-dessus de la sophrologie. J'avais la sensation que ça allait un peu plus loin. Après, je pense qu'avec la sophrologie, on peut quand même atteindre des choses très intéressantes aussi. Il y a des personnes à qui ça a fait beaucoup de bien et ça a pu les aider justement à résoudre aussi leurs problèmes. Pour ça que je pense que tout est bien. Il faut tester, il faut voir après si ça nous parle, si ça nous aide. Mais il n'y a pas de... Ouais, je pense que tout peut être utile. Après, il y a quelques petites différences là aussi dans la manière d'amener la personne dans l'état d'hypnose, dans l'état modifié de conscience. Mais... Donc ça fait du bien. Oui, carrément, ouais, c'est ça. On parlait de la conscience, on disait que voilà, il y a plusieurs moyens d'atteindre un certain niveau de
conscience particulière, modifiée. Mhm. Mais est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que tu as des contre-indications peut-être à utiliser l'hypnose? Ouais, alors je dirais, il y a presque 2 questions là dans ta question. La première, ce serait les contre-indications. Donc, effectivement, il y en a quand même quelques-unes dans le sens où l'hypnose, je parlais d'état d'absorption, on pourrait dire aussi que c'est un état dissociatif, dissociant. Ça va vraiment créer, on va dire, un décalage donc du conscient et de l'inconscient. Et c'est vrai que les contre-indications, c'est les personnes qui sont déjà naturellement dissociées. D'accord. On va éviter avec ces personnes-là, puisqu'on risquerait d'accentuer encore plus leur dissociation. Donc, pour les termes, pareil, pour ceux qui connaissent, ce serait vraiment toutes les pathologies psychotiques, en fait. Parce que c'est des personnes qui sont déjà complètement déconnectées de la réalité. Alors après, c'est pas qu'on ne peut pas faire quelque chose avec eux, c'est juste que il faut avoir, je pense, les épaules déjà pour accompagner des personnes comme ça. Et que là, l'idée, c'est justement de ne pas faire de l'hypnose, on va dire, traditionnelle, mais plutôt d'aider les personnes à se réassocier. Donc c'est vrai que ça demande d'avoir peut-être un minimum de connaissances sur le sujet avant de se lancer dans des pathologies comme ça. Ouais, sûr. Donc ça, c'est vraiment les contre-indications les plus importantes à savoir. Mais sinon, après, ça marche à tous les âges, ça marche peu importe la culture, ça marche peu importe notre profession. Et la deuxième question un peu sous-jacente, c'est oui, est-ce que ça va marcher quand même sur tout le monde? Et c'est là où on va dire oui, ça marche sur tout le monde, mais c'est pas aussi simple que ce que les gens pensent. D'accord, ouais. Il suffit pas juste de claquer des doigts pour que la personne soit hypnotisée. C'est là où chaque personne a son rythme après. Il y a des personnes, oui, un claquement de doigts, ça va suffire. Mais il y a des personnes, parfois, avant juste de commencer à leur faire expérimenter l'état d'hypnose, il va peut-être falloir plusieurs séances, en fait. Oui. Je fais une petite généralisation, mais c'est généralement les personnes qui ont énormément de mal à lâcher prise. Pour elles, c'est tellement nouveau, et l'hypnose favorise aussi un état un peu de lâcher prise, que c'est normal qu'elles aient des difficultés. En fait, c'est lié à leurs problèmes. Et oui, ouais. Moi, j'aime bien dire que c'est comme une personne qui serait en surpoids. Évidemment que pour elle, là, ça va être extrêmement important qu'elle fasse du sport, mais c'est sûr que c'est elle qui va avoir le plus de mal à faire du sport. Mais ça montre à quel point elle en a besoin. C'est pareil avec l'hypnose. Plus les personnes ont du mal à expérimenter cet état-là, plus ça montre que ça devient nécessaire, en fait, d'apprendre à l'expérimenter. Okay. Et c'est pour ça que, en thérapie, les gens parfois aimeraient expérimenter des choses très fortes, très profondément tout de suite. Mais ça, parfois, c'est l'objectif final. Ah oui, d'accord. Il y a tout un cheminement avant de pouvoir y arriver. Alors après, ça peut quand même aller vite aussi. Il y a des personnes, justement, qui ont du mal à lâcher prise et qui découvrent que, finalement, elles arrivent à se relâcher, alors surtout relâcher mental. Et que du coup, oui, ça peut être déjà super fort, mais c'est vrai que ça dépend vraiment des personnalités, ça dépend des problématiques des personnes. Donc ça marche sur tout le monde, mais pas forcément de la même manière. C'est plus là où est la nuance, je dirais, à rajouter parfois. D'accord, ok. Mais sinon, oui, c'est un état naturel. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est un état naturel. Donc j'ai même envie de dire c'est impossible que ça ne marche pas sur nous. Parce que tout le monde est capable d'imaginer, tout le monde le vit au quotidien. Je veux dire, on a tous déjà été absorbés par quelque chose. Carrément. On a tous déjà ressenti cette sensation d'être déconnecté, de ne pas être vraiment là, alors que si. Donc voilà, c'est pour ça. Ce fameux moment où tu lis un livre, t'es à fond dedans, et au bout d'un moment, tu te dis, qu'est-ce que j'ai lu là, ces 5 dernières pages Ouais, totalement. C'est pour ça que je disais, c'est un état d'absorption, mais si on regarde, on peut être absorbé par nos pensées. Ces moments où on est dans la lune, on le dit d'ailleurs, j'étais ailleurs, j'étais pas là, dans les nuages. C'est curieux d'ailleurs de dire ça alors qu'on est là physiquement. Mais on peut être absorbé par nos problèmes. C'est des formes d'hypnose, d'une certaine manière. On peut être absorbé par des sensations, par des sons, par un film, une musique, par une activité, par une discussion, par le fait de manger. C'est pour ça, en fait, on a tous déjà expérimenté ça. Et qu'on est constamment même dans l'état d'hypnose. C'est juste, comme je disais, parfois c'est plus agréable, plus long, plus fort, ça va dépendre, quoi. Mais c'est pour ça que ça marche sur tout le monde. Et oui, parfait. Bon, je pense qu'on a quand même pas mal dégagé ce que c'était de l'hypnose dans l'ensemble. Moi, on va dire que je suis un petit peu spécialisé sur le côté soignant, parce que je suis soignant. Et sur cette chaîne, du coup, j'essaye d'aider les soignants à aller un petit peu mieux, à mieux gérer leur charge mentale par des astuces ou en faisant découvrir certaines pratiques et certains métiers. Mais du coup, si on donne l'exemple justement d'une aide-soignante
qui commence vraiment à être un petit peu débordé par son stress, débordé un petit peu par justement cette charge mentale. Est-ce que l'hypnose, par exemple, ça pourrait être bénéfique? Alors, on a déjà partiellement répondu à ces questions-là, du coup, mais est-ce que tu penses qu'une séance d'hypnose, par exemple, ça pourrait l'aider à se déstresser ou à prendre peut-être faire un petit peu de rangement dans sa tête, entre guillemets? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible à ce niveau-là? Totalement, d'ailleurs ça fait partie des demandes les plus courantes. J'ai envie de dire même, je sais pas, quand je reçois une personne qui a tendance à grignoter, une personne qui fume, en fait c'est souvent un problème d'émotion et notamment quand même du stress. Donc c'est pour ça, j'ai envie de dire, on fait presque que ça. Alors il y a d'autres choses quand même, mais le stress est quand même très présent derrière nos problèmes. Donc effectivement, et l'hypnose peut vraiment être une aide. Après, c'est comme pour tout, là aussi, on pourrait... c'est pas toujours aussi simple, ça va dépendre là aussi de l'histoire de la personne, de ce qui se passe pour elle. Après, moi, j'ai une approche un petit peu à contre-courant, on va dire, notamment par rapport au stress, c'est que je pense que le problème, il est justement dans le fait qu'on cherche à l'apaiser, le stress. Moi, j'aime bien dire que l'objectif, c'est plutôt d'apprendre à être plus à l'aise avec le stress, et même d'apprendre à être mieux stressé, en fait. De manière à ce que ce soit plus un problème, justement. Parce que le stress, ça reste une émotion normale. Et c'est vrai que l'hypnose aussi, en tout cas ma façon aussi de travailler, c'est d'aider les personnes à arrêter de lutter contre leur propre nature. Et oui, ouais. Parce que c'est ça qui crée le stress, en fait. C'est qu'on veut lutter contre des choses contre lesquelles on ne peut absolument rien faire. Mais généralement, oui, le stress, c'est en plus qu'on veut contrôler des choses oui, c'est ça, ouais, sur lesquelles on n'a ouais. absolument aucun contrôle, aucun pouvoir. Et c'est ça qui crée notre souffrance, c'est la lutte, c'est la résistance, c'est pas le stress. Et ça, c'est un message qui m'embête un peu quand on entend le stress, c'est dangereux. Non, en fait, le stress, c'est très utile. Tout est très utile, tout a même toujours une double facette. Tout dépend de quel côté on regarde et ce qu'on en fait. Mais c'est une énorme ressource, en fait, le stress. Donc c'est pour ça que ça c'est plus ma philosophie à moi, mais moi une personne qui vient pour du stress, je vais plutôt axer le travail dans ce sens-là en disant oui, le stress il sera toujours là, on va apprendre à mieux vivre avec, quoi. Et en fait c'est là qu'on découvre que quand on fait ça, on est bien plus détendu. Et oui, ouais. Et c'est là que ça annule, je dirais, après les sensations désagréables en tout cas de ce stress-là. Donc en tout cas oui, ça peut totalement être utile, et ne serait-ce que le simple fait de se mettre dans l'état d'hypnose déjà, comme c'est un état de relaxation mentale, c'est pour ça que ça permet d'apaiser le stress. Oui, même si on travaillait pas sur ça, dans les sensations, c'est ce que les gens vont ressentir, quoi. Ça les détend, ça les déstresse, quoi. Parce que le stress, là aussi, c'est très mental. Oui, carrément. C'est nos pensées qui s'emballent et on le sent, quoi. Ça se bouscule à l'intérieur. Donc oui, le fait de dire, allez, pour un peu de distance, ça fait du bien. Carrément. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être faites déjà seules? Si jamais il y a quelqu'un maintenant qui se rend compte profondément du coup qu'il faut qu'il fasse quelque chose, si cette personne veut commencer à y travailler dessus seule, est-ce que c'est possible et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ouais, alors déjà, il y a ce qu'on appelle l'auto-hypnose, qui est totalement possible. Pareil, tout ce qu'on peut faire vivre à une personne dans une séance, donc même si moi j'accompagne la personne, on aime bien dire qu'en fait c'est de l'auto-hypnose guidée. C'est-à-dire que je guide la personne, mais c'est la personne qui se met dans l'état d'auto-hypnose, en fait. Parce qu'on ne peut pas forcer cet état-là. Si la personne, elle se laisse guider, que là, elle va pouvoir l'expérimenter, mais oui, on ne peut pas la contraindre à vivre les choses. Donc c'est pour ça que, déjà en temps normal, en fait, les personnes font déjà de l'auto-hypnose, mais après, il n'y a pas forcément besoin d'être guidé par une tierce personne, on peut se le faire à soi-même. Alors c'est pareil, c'est pas toujours simple, surtout quand on connaît pas trop le sujet, parce que ça demande d'avoir les deux rôles, du coup. D'être à la fois celui qui guide et celui qui se laisse guider. Donc ça peut faire un peu des bugs. Mais c'est comme un sport aussi, plus on en fait, plus c'est facile. Alors, l'auto-hypnose ou l'hypnose, de manière générale. Donc après, c'est juste se familiariser déjà un petit peu avec ça. Et effectivement, alors je vais dire, moi je suis un peu l'exemple parce que j'étais très angoissée, c'est pour ça que j'ai écrit je fais ma pub, un livre sur la peur, mais parce que j'ai commencé par l'auto-hypnose, j'ai commencé en fait à chercher des solutions par moi-même, et c'est là que j'ai vu tiens, il s'est passé des choses, ça m'a permis de me libérer, c'est pour ça que j'ai dit en fait si moi j'ai pu m'en libérer, tout le monde le peut déjà. Mais je savais pas trop ce que je faisais au début et pour autant il y a eu des résultats, donc
Donc oui, on peut totalement faire les choses seul, soi-même. C'est juste parfois, on est limité aussi, quoi. Et oui, ouais. C'est toujours un peu la même chose. Comme être accompagné, parfois ça peut être un frein. Enfin, j'allais dire, si le guide, il guide pas correctement, c'est pareil aussi. Oui, quoi. oui, c'est sûr, ouais. Et moi, j'ai déjà un caractère assez indépendant. Et du coup, j'avais déjà essayé de me faire accompagner. Et en fait, à chaque fois, je me disais, ouais, mais il fait pas comme je veux, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis tu connais le domaine en plus, donc ouais. C'est ça. Et encore au début, je connaissais pas trop, mais déjà, je disais, et ça m'avait aidé en fait, étrangement. Même si j'avais pas fait grand chose, j'avais peut-être fait 2 séances, ça m'avait pas apporté justement grand chose, mais malgré tout, le fait de me dire ça m'a pas apporté grand chose, ça m'a aidé parce que je me suis dit, du coup, je vais le faire moi-même. Et oui, ouais. Et je vais tester des trucs moi-même et du coup, ça m'avait quand même été très utile. C'est pour ça, parfois, c'est pas parce que ça marche pas qu'il y aura pas de changement derrière non plus, quoi. En admettant que ça fonctionne, une personne qui se lance toute seule là-dedans, qui a lu un bouquin ou une formation ou quoi que ce soit et qui veut le faire seule, est-ce qu'il y a des risques que cette personne-là elle fasse des bêtises, qu'elle fasse un truc qu'il ne faille pas faire Ok. dans ce domaine-là? Enfin, je sais pas. Ouais. En auto-hypnose. En auto-hypnose, ouais. Ok. Honnêtement, non. L'auto-hypnose, c'est vraiment, on pourrait dire, un peu comme un rêve éveillé. D'accord. Donc je veux dire, on peut même vivre des choses parfois assez fortes dans nos rêves. Les conséquences sont pas forcément là, après, derrière. Même au contraire, parfois, il se passe rien, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de risque. L'hypnose, c'est juste de l'imaginaire. Donc après, ça n'empêche pas que le corps réagit quand même à certaines choses, comme dans nos rêves. Je veux dire, quand on vit un cauchemar, on le vit vraiment quand même. Il y a un petit moment après où, des fois... tu te réveilles en sueur. C'est ça. Même après, t'es pas bien encore quelques temps. Mais c'est pareil. Moi, je pars du principe que, notamment les cauchemars, même si c'est assez désagréable à vivre, c'est probablement aussi qu'on en avait besoin de vivre ça. C'est un peu la soupape, parfois, dans nos rêves. On évacue les choses. Donc, même si c'est désagréable... ça peut être vraiment utile par la suite et vraiment nous aider à nous sentir mieux. Donc ouais, il n'y a pas vraiment de risque à pratiquer l'auto-hypnose, si ce n'est que le seul truc qui pourrait se passer, c'est qu'on s'endort. Mon Dieu. Et du coup, il se passerait peut-être pas grand-chose du coup. Ouais. Et puis oui, sinon, il se passerait rien, quoi. C'est tout, il n'y a pas de changement, mais c'est à peu près tout, quoi. Et D'accord. puis, le risque, c'est de changer, sinon. C'est d'évoluer. Mais à part ça, je vois pas vraiment de danger, hein, puisqu'en auto-hypnose, c'est quand même nous qui gérons, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, parce que du coup, j'étais en train de penser un peu à l'idée du bad trip. Il y en a pas mal qui ont expérimenté ça, que ce soit par l'alcool ou par autre chose. Moi, ce qui me faisait peur un petit peu au début, c'est l'idée de justement partir en bad trip, justement dans l'hypnose, quoi, de plus avoir le contrôle, de plus de voir des trucs atroces et voilà. Ou alors carrément de rester bloqué. Ouais, non, c'est vrai que c'est pareil. Hein, ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui inquiète et qui questionne, je pense aussi beaucoup de personnes. C'est normal. Hein, je pense qu'on se l'est tous posé cette question-là. Moi, la première. Parce que c'est vrai que, alors là, oui, quand on regarde un spectacle, déjà, il y a beaucoup cette idée que les personnes sont complètement inconscientes, qu'elles ne contrôlent pas, et que oui, et du coup, on se dit, mais est-ce qu'on va réussir à les sortir, quoi, de cet état-là ? Alors déjà, pour répondre, parce que c'est important de le préciser, mais les personnes ne sont pas totalement inconscientes. Elles restent conscientes. C'est juste qu'il y a un autre état qui s'installe là. Elles entendent quand même tout ce qui se passe. Donc... oui, on peut pas non plus. Ça répond aussi à la question, est-ce qu'on peut contrôler les gens ? C'est pas aussi simple là non plus. Oui. Mais on pourrait pas y rester coincé dans cet état-là parce que c'est un état donc déjà naturel et c'est un état, on pourrait dire entre deux. C'est pas tout à fait du sommeil, c'est pas non plus un état d'éveil. Donc en fait, moi j'aime bien dire, il y a 2 possibilités. Si on met la personne dans l'état d'hypnose, soit elle se réveille en fait, comme quand on essaye de s'endormir et que ça y est, on sort du sommeil, quoi. Ou alors, oui, si vraiment la personne elle est déjà très relâchée, elle risque de s'endormir. Mais en fait, même moi, j'aime bien faire des expériences, et j'aime bien faire des tests sur moi, surtout, et je m'étais dit, tiens, je vais voir combien de temps je peux tenir dans l'état d'hypnose, vraiment. Après, c'est mon niveau à moi, peut-être qu'il y en a qui sont encore plus doués, mais moi, je sais que j'ai pas réussi à tenir plus de, allez, on va dire 45 minutes, 1 heure grand max, et encore, quand on compte le début et tout, si on enlève
Et en fait, au bout de 45 minutes, il y a déjà un truc, moi, qui me dit, bah allez, c'est bon, quoi, Qu'est-ce que tu sors, fais, là, là, allez. je peux pas plus, quoi. Il y a Ouais, un ouais. truc qui nous... Quand c'est le moment de se lever, on se lève, enfin... Oui, c'est vrai, ouais. Et c'est très frustrant, ça, par exemple, quand on se dit, allez, demain, je fais une grasse matinée, Ah bah et alors là, ça, ouais. t'as beau essayer de te rendormir, ça ne veut pas, Mm. tu peux pas. Donc, bah, c'est un peu pareil avec l'hypnose. Si déjà on a envie d'en sortir, on le peut. Mais puis même si on nous laissait comme ça, je sais pas, même en spectacle ou quoi que ce soit, donc oui, bah, soit la personne s'endort si elle est déjà, ouais, j'allais dire, plus proche du sommeil, bah, sinon elle se réveille et puis c'est tout. Hein. Ouais. Comme oui, un moment de rêverie, bah, on revient au bout d'un moment, heureusement. Oui, voilà. Ouais, ouais. Notre cerveau, il revient à la réalité quand même. Heureusement. Alors, question de pure curiosité. Mhm. Dans les études d'infirmiers, il y a très très peu de psycho. Mhm. Il y a une petite partie qui, je pense, n'est pas assez développée, mais dans tous les cas, on apprend qu'il y a un côté inconscient, quelque chose auquel on peut pas toucher comme ça consciemment, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux aller trifouiller avec l'hypnose, ou alors est-ce que même avec l'hypnose, il y a une barrière, il y a quelque chose qui empêche du coup d'y aller? Alors tu veux dire travailler avec la partie plus inconsciente? Plus inconsciente, ouais. Par Ouais. exemple, on nous a appris qu'il y a des événements qui sont tellement insupportables et qui sont cachés dans ce coin-là, et bah, du coup, voilà, on n'en est plus conscient. Ok. C'est ce qu'elle veut dire. Est-ce que du coup, toi, avec l'hypnose, tu peux aller trifouiller là-dedans, ou est-ce qu'il y a une sorte de barrière un petit peu, entre guillemets, infranchissable, où là-dedans, c'est non du point de vue éthique, ou alors du point de vue aussi psychologique? Ouais. Ouais, alors c'est pas simple, je dirais, de répondre à cette question. Parce que ça, c'est aussi des mécanismes de défense. Notre corps, effectivement, ça je suis totalement d'accord, quand il y a la réalité qui devient trop insupportable, on se protège. C'est pour ça qu'on met en place donc, des mécanismes, il y en a plein. Il y a notamment le refoulement, il y en a plein, il y a le déni, il y a plein de choses comme ça. Du coup, comme son nom l'indique, un mécanisme de défense est quand même là pour nous protéger. C'est parce que c'est tellement insupportable que si ça submergeait la conscience, en gros, on ne pourrait pas trop fonctionner. Sauf que, alors c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'un mécanisme de défense, c'est important, on en a besoin, notamment dans des cas comme ça, quand on vit des choses très fortes, des traumatismes, ça peut être nécessaire, enfin c'est nécessaire de mettre en place un mécanisme de défense, mais généralement, après, ce mécanisme de défense, il peut aussi poser problème. Eh oui, ouais. Parce que du coup, oui, on n'est plus en lien avec la réalité. Donc ça peut poser problème après dans notre vie de tous les jours. Donc après, c'est quelque chose qui fait d'ailleurs beaucoup peur aux personnes avec l'hypnose, parce que notamment, voilà, tout ça, c'est refoulé dans l'inconscient après. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sentent qu'elles ont refoulé des choses, qui sentent qu'il y a des choses qu'elles veulent pas accepter, qu'elles veulent pas voir, qu'elles veulent pas justement les remuer non plus. Et en même temps, elles sentent que c'est vraiment nécessaire de le faire, ce travail-là. Donc il y a aussi ce paradoxe en thérapie où il y a des gens qui disent j'ai envie de voir ce qui se cache, et d'un autre côté, elles sont terrifiées en fait à l'idée de ça. Eh oui. Ce qui se comprend. C'est pour ça que... Alors, il faut savoir que c'est pas toujours aussi simple non plus. Ça ouvre encore en plus le sujet là, sur notre cerveau et son fonctionnement, et notamment tout ce qui touche à la mémoire. On s'aperçoit que notre cerveau n'est pas si fiable que ça, et que ce qu'on refoule, est-ce qu'on peut être sûr que c'est la réalité aussi? Ça ouvre après tout ce débat-là, et c'est pour ça que des fois, c'est bien aussi de laisser les choses là où elles sont. Et qu'on n'est pas obligé d'aller tout remuer. C'est vraiment du cas par cas. Des fois, ça peut être nécessaire, des fois pas du tout. Ça va dépendre de l'état émotionnel aussi de la personne. Est-ce qu'elle peut être prête ou pas? Mais je pense qu'on a tous vécu des choses parfois où on se voile un peu la face, et d'un coup, on se prend un peu ça en pleine figure. D'un coup, on peut plus nier les choses. Mais je pense que ça arrive justement quand on est prêt à y faire face. Que c'est pas forcément un truc à forcer. Ouais, c'est, d'accord, ouais. c'est à respecter aussi le rythme de la personne. Donc parfois, le seul truc qu'on peut faire, c'est d'aider la personne peut-être à déjà aussi à vivre autrement, en fait, quand même à se libérer des problèmes sans avoir besoin non plus de tout farfouiller. Et si, à un moment donné, elle sent que c'est le moment, pourquoi pas? Mais ouais, je trouve ça un sujet... c'est pas facile. C'est... Comme, oui, j'imagine, ouais. Ça ouvre le champ sur elle, c'est ça, les faux souvenirs, les choses comme ça. Et... ça, c'est incroyable comme sujet, les faux souvenirs, c'est fou. Alors, je me souviens plus du nom exact, c'est un syndrome, je crois, syndrome de... syndrome du faux souvenir, hein, généralement. Ah ouais, voilà. Il me semble qu'ils avaient fait des expériences, ou alors je sais même pas si c'est une expérience ou si c'est dans la vie réelle, mais qu'il y avait eu
pas une interview, mais allez, on va dire une interview, c'est plus simple, de la police sur quelqu'un, sur un événement qui s'était passé, et la police était persuadée que c'était lui le meurtrier. Ils l'ont tellement cuisiné que le mec est devenu persuadé qu'en fait, oui, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est incroyable. C'est ça. C'est fou, ça. Ça m'amène une autre histoire, mais oui, il y a eu le cas alors un peu plus grave, je dirais, où c'est une personne qui qui suivait une psychothérapie. Et en fait, avec le questionnement, alors c'est pour ça que parfois il faut faire gaffe vraiment à ce qu'on fait, avec le questionnement du psychologue, la personne a commencé à se dire qu'elle avait subi des attouchements, en fait. Ce qui posait beaucoup de questions sur l'enfance et comment étaient les relations avec le père et tout ça. Et en fait, elle s'est convaincue que son père avait abusé d'elle, alors qu'a priori, c'était pas vrai. Et elle est allée au tribunal avec ça. Enfin, c'était très compliqué. Et elle en était persuadée. Et alors après, quel est le vrai du faux ? Est-ce que vraiment c'est le psychologue qui a influencé les réponses et qui a fait développer cette idée ? Est-ce qu'il y a quand même une part de vérité ? C'est pour ça que c'est pour ça que je disais, il est pas très fiable. Notre cerveau, il crée la réalité par rapport à nos croyances, en fait. Si on est persuadé d'un truc, il va créer ça. Donc on peut s'en servir à bon escient, comme on peut parfois s'enfermer dans des croyances et puis voir que la réalité derrière, elle colle à nos croyances, mais si c'est pas utile, ça peut faire du mal, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un vaste sujet. Ouais, carrément. Bon, c'est un petit peu éloigné du sujet, mais c'est tellement intéressant. Non, c'est moi qui ai posé les questions, mais je trouve ça tellement intéressant que je plonge dedans. Alors du coup, si on revient un petit peu sur l'idée de l'auto-hypnose, quelqu'un qui voudrait, qui a écouté ce magnifique podcast, qui a vu cette magnifique vidéo, qui serait intéressé pour justement faire de l'auto-hypnose, est-ce que tu pourrais nous dire par quoi il faudrait commencer ? Peut-être pas tout le processus, parce que j'imagine que c'est quelque chose de trop compliqué à détailler là, mais pour aborder la chose, pour commencer, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle est la première étape ? Alors déjà, je dirais peut-être le plus simple, ce serait les audios d'auto-hypnose qu'on peut trouver maintenant sur YouTube, notamment, je veux dire, il y en a plein. Alors moi, je conseille, c'est pareil, je fais la pub de mon formateur, d'Olivier Lequert, parce qu'il en fait assez régulièrement, il en crée des nouveaux, donc c'est intéressant. Et puis, pour le coup, oui, c'est vraiment du sur-mesure, parce que c'est lui qui compose la musique aussi. Donc, d'accord, super. Du coup, c'est assez intéressant. Puis parce que c'est Olivier Lequert et que c'est quand même une pointure et une référence dans le milieu. Donc, on risque pas grand-chose à lui faire confiance. Moi, à titre personnel, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me former, parce qu'il avait déjà fait quelques audios à l'époque, et ça m'avait fait beaucoup de bien, en fait, et j'ai commencé par là. Et après, je pense que quand on commence à se familiariser, à comprendre un peu les ressentis aussi qu'on cherche à créer, là, je pense déjà on peut commencer à essayer soi-même, sans avoir besoin d'audio. Et sinon, après, oui, peut-être simplement de s'intéresser au sujet. Donc, regarder même sur l'hypnose de manière large, parce que c'est la même chose, comme je disais. Mais oui, Ce qu'on fait aux autres, on peut se le faire à soi après. Et là, c'est pareil, moi, c'est ce que j'ai fait, donc notamment le livre d'Olivier, où il apprend là un peu plus comment on fait de l'hypnose sur les personnes. Et en fait, j'ai fait les techniques sur moi, tout simplement. D'accord, En fait, j'ai lu, j'ai dit ok, j'imagine c'est ça, parti. je fais ça. Donc c'est pour ça de lire sur l'hypnose, déjà ça peut aider. Puis après, il y a plein de livres maintenant qui sont créés. Alors ça reste encore, je dirais pas si étoffé que ça non plus, mais la littérature est encore assez faible, mais oui, maintenant il y a quelques livres qui sont très abordables, non seulement financièrement, mais en plus en termes de langage, quoi. C'est des choses vraiment très basiques. Et puis ça peut donner déjà des pistes de travail, mais après chacun voit un peu comment il peut le faire. Enfin, il n'y a pas de règles là non plus. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, ce serait difficile tout de suite de dire allez, je me mets en auto-hypnose. Enfin, pour ça, je disais, c'est aussi comme un sport, quoi. Au début, on va galérer un peu, c'est normal. Mais à force de le faire, on commence à comprendre un peu mieux. Et c'est pour ça que je trouve les audios, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour ça, parce que ça va vraiment nous familiariser déjà avec l'état d'hypnose, tout en sachant qu'un audio, ça reste global et que ça ne va pas forcément cibler précisément notre problème, mais ça n'empêche pas qu'on pourra en retirer déjà des choses. Et puis oui, après, c'est juste de l'imaginaire, enfin vraiment, quoi. C'est juste se dire, tiens, une fois qu'on a compris un peu comment sont créées un peu les séances d'auto-hypnose, après, à nous de jouer avec notre imaginaire et de se dire, tiens, peut-être tu peux imaginer ça, faire des tests, vraiment, et aussi, il n'y a que ça de vrai. Ouais, carrément, il faut expérimenter pour
C'est pour ça. voir, nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voir si ça te correspond et puis voir Totalement, ouais. si ça marche ou pas, quoi. Et de pas abandonner trop vite, parce que ça aussi, les gens, des fois, ils essayent, je sais pas moi, 2-3 fois. Enfin, c'est pareil pour tout, en thérapie, ils aimeraient qu'en une fois tout soit réglé. Enfin, moi, je le dis, avant d'avoir commencé à sentir des changements, enfin, j'ai fait un travail, ça a duré 6 mois et c'était tous les jours. Enfin, Et oui, ouais. par contre, après, ça a Clairement. été très rapide, mais c'était pendant 6 mois, je faisais tous les jours de l'auto-hypnose, j'ai lu à fond tous les jours, je lisais. Enfin, les gens oublient un peu ça parfois. Oui, c'est que faut déblayer un peu le C'est ça. passage avant de... faut le temps quand même. Ouais. Mais après, ça peut aller vite. Alors, je suis pas sûr si c'est vraiment toute la société qui fait ça, mais je crois qu'on est dans un temps où il y a beaucoup de choses qui se passent en instantané, quasiment, et c'est vrai C'est qu'on ça. a tendance à oublier un petit peu ce côté-là, de dire ok, ça risque de prendre du temps. C'est ça, faut tout C'est pas grave. aille vite. Mm. Puis alors, le paradoxe encore plus en séance, c'est que les personnes veulent changer, mais elles veulent pas faire l'effort de changer. Ah oui. Donc c'est Ah, ça, terrible. ouais. En gros, ils veulent perdre du poids, mais ils veulent pas faire les efforts pour perdre du poids. Donc c'est pour ça que des fois, j'allais dire, avant même de pouvoir commencer à faire quoi que ce soit, faut déjà changer un peu la perception que la personne elle a du Oui. travail, quoi. Donc pour ça que c'est pas magique et qu'on Ouais, pourra ouais. pas forcer. Moi, quelqu'un qui veut pas, eh ben il veut pas. Il y a plein de personnes des fois que je vois en séance qui me disent j'ai déjà essayé l'hypnose et ça n'a pas fonctionné. Et en fait, si on les questionne, bah oui, ils ont arrêté de fumer, ils ont quand même arrêté de grignoter, ils étaient détendus. C'est juste que ça a repris. Mais du coup, c'est plus le problème de l'hypnose à Et ce oui, moment-là. et oui, L'hypnose, ouais. elle a Elle fait aidé son boulot, déjà. ouais. Mais c'est vrai que c'est là où il y a vraiment un travail de fond. Moi, je suis convaincue aussi que c'est un travail de fond qui est nécessaire. Si on continue de faire toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Et l'hypnose, bah oui, même si des fois, c'est vraiment le coup de pouce qui peut permettre, voilà, on arrête de fumer. Si la personne, j'allais dire, joue avec le feu justement en reprenant une cigarette, bah forcément, en fait. Et oui, ouais, faut pas s'attendre à des miracles. Et Ouais, des c'est fois, il clair. y a des personnes qui ne se rendent pas toujours compte. Et je dis, oui, c'est pour ça, c'est changer ses habitudes, c'est changer sa perception, c'est changer... Enfin, Ouais. pas toujours, des fois, effectivement. Il suffit aussi juste d'une fois pour que ça puisse permettre tout ça. Mais voilà, c'est vraiment du cas par cas. Donc, Ouais. Non, mais c'est clair. Mais ouais, des fois, c'est assez marrant Ouais. d'entendre les gens. On se dit, bah si, ça fonctionne. Mais bon, je comprends aussi. On voudrait des changements durables, mais c'est pas magique, quoi. Et oui, bah c'est ça. Je pense que c'est un point qui est important à souligner aussi, c'est que c'est pas magique. C'est ça. Et que c'est quelque chose qui est abordable, que tout le monde peut faire, mais qui demande quand même pas mal de travail. Voilà. Un investissement, et surtout. Tant que la personne, elle n'est pas volontaire déjà pour faire ça, bah ouais, c'est compliqué. Et souvent, oui, c'est simple de mettre la faute sur l'hypnose, mais... Et puis c'est pareil, moi je me remets en question. Hein. Des fois, ça m'arrive à moi de peut-être pas forcément réussir à accompagner correctement la personne. Hein. C'est ok, mais du coup, il y a plein de paramètres, quoi. Et oui, c'est ça. C'est pas que moi, c'est pas que l'hypnose, c'est pas que la personne, c'est un tout. Carrément. Alors justement, tu nous parlais de livres tout à l'heure, de livres sur l'auto-hypnose. Ouais. Est-ce que tu aurais des références à nous donner comme ça de tête, un truc qui t'a particulièrement aidé sur le sujet Alors attends, je regarde On la va bibliothèque, voir. Il y a le c'est choix, pas plus là. simple. Alors je disais vraiment, il y a le livre Hypnose là, de Olivier Lockert, où là c'est plus pour apprendre donc, à hypnotiser les gens, mais du coup tous les protocoles, moi je me les ai fait, enfin je me les suis fait sur moi. Sinon, toujours Olivier, il a écrit plein de petits livres d'auto-hypnose sur des problématiques là. Donc il y a par exemple auto-hypnose et confiance en soi, auto-hypnose et le poids, auto-hypnose, stress. Donc là, c'est plus ciblé par rapport aux problématiques. Et c'est pareil, là, il parle là, il explique comment faire justement un peu plus en auto-hypnose. Et c'est très abordable là aussi, très facile à comprendre, je dirais. Donc moi, ça m'avait bien aidé aussi. Il y a le livre d'Antoine Garnier qui s'appelle Auto-hypnose, je crois. Et puis voilà, c'est déjà je dirais avec cela, je trouve que c'est une bonne base. Et puis comme je disais, c'est surtout après le fait de s'intéresser à l'hypnose de manière large. Ouais. Et puis tout ce qui touche à la méditation, hein, même pourquoi pas, ça ouvre un peu le champ après sur d'autres choses. Mais ça revient à la même chose, donc faut le tenter. Ouais, c'est ça. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres livres que je ne connais pas et qui pourraient tout aussi bien être utiles. Donc, mais là on a déjà pas mal de bonnes références du coup. Moi je dis c'est au feeling. Après les gens, à eux de voir à quel livre ils se sentent plus attirés peut-être. Ça joue aussi. Donc, oui, c'est clair. Donc, et il y a 2 autres livres qui sont vachement intéressants dont tu nous as parlé au début. Est-ce que tu voulais nous en dire un peu plus J'imagine que c'est les miens. Oui.
Ouais. Alors, le premier que j'ai écrit, il s'appelle Voyage au centre de la peur. Donc, comme son nom un peu l'indique, c'est par rapport au sujet de la peur. Alors, peur, c'est pareil, c'est très vaste. Ça, j'allais dire, ça touche autant le stress que les phobies, que voilà. Comme je disais un petit peu, j'ai pris un peu le contre-pied de ce qui se dit jusqu'à présent. Parce que là, moi, tout l'objet de ce livre, c'était de montrer que justement la peur, c'est pas quelque chose de mal. C'est pas aussi mauvais que ce qu'on imagine. Je suis d'accord sur le fait que c'est une émotion qui est pas toujours agréable. Mais on peut en faire vraiment une ressource, ça peut être une de nos meilleurs alliés. Et si on regarde dans notre vie les moments où on se dépasse, c'est généralement parce qu'on est stressé. Enfin, je veux dire, la peur, elle nous fait faire des choses incroyables aussi. Donc c'est pour ça que mon objectif, c'est déjà d'aider les gens à ne plus avoir peur d'avoir peur. Parce que pour moi, c'est le point de départ pour justement apprendre à être plus à l'aise avec ça. De manière à ce que ça ne soit plus un frein dans notre vie et qu'on apprenne à vivre et à se reconnecter même vraiment à notre corps, à nos émotions. Parce que qu'on le veuille ou non, tout le monde a peur. On ne peut pas ne pas avoir peur, ce serait même catastrophique si c'était le cas. C'est quand même lié à notre survie, donc c'est pour ça que je suis vraiment à contre-courant parce que moi-même, j'ai un passé de personne très anxieuse et justement toutes les techniques d'apaisement, de relaxation, ça marchait mais sur du court terme. D'accord, ouais. Et même parfois, je sentais que ça empirait, moi, mes angoisses. Donc je me suis dit, il y a un truc qui cloche, donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de tests. J'ai découvert après l'hypnose. Et puis même dans l'hypnose, il y a des choses, j'allais dire, que j'ai vachement nuancées après, que j'ai fait des tests sur moi, vraiment, me dire qu'est-ce qui marche pas. Et c'est pour ça que j'ai essayé de mettre dans ce livre-là tout ce qui m'a aidé moi, déjà à titre personnel. J'essaye d'apporter vraiment des solutions concrètes, parce que c'est pareil, des trucs tout bêtes, mais j'ai entendu tellement de fois, par exemple, il faut lâcher prise, mais personne m'a expliqué ce que ça voulait dire que de lâcher prise. Donc là, j'ai vraiment voulu essayer de démystifier tout ça et vraiment d'avoir des choses concrètes pour arriver à ça, quoi. C'est le genre de phrase, c'est le genre de truc, dire à une personne en colère, calme-toi. Ouais. C'est le dernier truc à dire. Totalement, mais comme le stress, détends-toi. Oui, non, mais je l'aurais déjà fait. Merci, ouais, c'est ça. C'est bien sympa. Merci du conseil. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de le faire, vraiment, de me dire, c'est vraiment le livre que j'aurais aimé avoir, moi, plus jeune, vraiment. Donc j'espère qu'il en aidera d'autres, du coup. Et le deuxième, donc là, il est plus récent, celui-là, je l'ai appelé Le voile de l'inconscience, parce que comme je reçois pas mal de gens en cabinet, souvent, les gens ont aussi beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'inconscient. Ils aimeraient, en fait, beaucoup comprendre ce qui se passe. Et puis je me suis retrouvée à dire très souvent les mêmes choses et je me suis dit peut-être que tu peux en faire un livre. Au bout d'un moment, il y a matière à pouvoir en faire quelque chose d'un peu plus poussé. Et donc l'objectif que j'ai avec ce livre-là, c'est vraiment d'aider les gens à mieux comprendre leur fonctionnement inconscient, de les aider à redevenir plus conscients de ça, justement, pour redevenir un peu plus eux-mêmes, parce que c'est vrai que quand les comportements qu'on a nous échappent, quand on comprend pas nos réactions, etc., en fait, on n'est plus nous-mêmes. Et c'est pour ça que je sens que les gens sont demandeurs et que je pense même, parfois c'est juste par curiosité comprendre un peu plus. Là, c'est plus, on va dire, quand même de la psychologie, c'est du développement personnel aussi, mais voilà, j'ai voulu rendre ça très simple, là encore, et pareil, avec des exercices toujours assez concrets et accessibles à tous, pour que les gens comprennent un peu mieux ce qui se passe. Super. Et lever le voile, pour ça je l'appelais comme ça, qui nous voile la face, en fait, ce voile-là, qui nous empêche de voir la réalité. Donc voilà. Ça a l'air hyper intéressant. Alors, je viens de l'acheter, donc du coup, je vais le lire et j'encourage les gens à l'acheter aussi, parce que ça a l'air hyper intéressant. Donc, trop cool. Du coup, si jamais les gens veulent prendre contact avec toi après avoir vu les vidéos ou entendu le podcast, comment ils peuvent s'y prendre? Où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, je pense qu'on peut me trouver facilement. Il suffit de taper mon nom déjà. Alors, c'est Mélinda Orset, donc O-R-S-E-T. Autant sur YouTube, on peut me retrouver que sur Facebook. C'est principalement dans les réseaux où je suis. Instagram aussi un peu. Pour mes livres, après, c'est plus sur Amazon pour l'instant. Mais on devrait pouvoir commander les livres maintenant en librairie, donc je ne sais pas trop encore, j'attends de voir si c'est bien mis en place. Mais oui, sinon en tapant mon nom, on peut trouver toutes mes coordonnées, mon cabinet, Ok. numéro de téléphone, il y a tout. Parfait.
Bon, bah trop bien, merci beaucoup Melinda. Eh ben merci à toi. Merci beaucoup à Melinda Orsay qui a accepté de me recevoir et de répondre à mes questions qui sont franchement parfois pas forcément évidentes à répondre. Si vous voulez prendre contact avec elle ou simplement vous procurer ses livres, tous les liens sont dans la description. Et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, c'est hyper important, ça permettra de montrer simplement à l'algorithme YouTube que c'est une bonne vidéo et qu'ils peuvent la recommander à d'autres personnes. D'ailleurs, si vous avez envie que je traite un sujet particulier dans le cadre de la charge mentale ou des conditions de travail des soignants, ou que vous avez même envie de passer sur cette chaîne pour témoigner simplement, n'hésitez pas à laisser votre commentaire dans les commentaires, je les lirai avec la plus grande attention. Et enfin pour vous qui voulez creuser un petit peu plus l'hypnose et tester l'auto-hypnose, je vous invite à suivre ma formation Commencer l'auto-hypnose dès ce soir en cliquant sur le lien que vous allez voir juste en dessous de la description. A tout de suite.